Salut, Salut, ça va? Ça va? Marche pas ta sonnette. Je sais. Faut taper. J'ai tapé. Merci de me recevoir. Je sais que tu es occupé en ce moment avec la préparation du festival. Tout à fait. C'est gentil. On va se mettre je sais pas où, on va voir. As-tu choisi peut-être, je sais pas, peut-être que la lumière elle est un peu plus comme ça. Alors, si tu veux, on peut se mettre peut-être je peux me mettre par là. Ce meuble est joli, on va voir. Oui. On va faire un petit truc. Frédéric Ray, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Alors, je te pose la question que je pose à tout le monde. Si je te rencontre, on ne se connaît pas, je te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu me réponds? Ah, ça c'est une bonne question. Ce que je fais dans la vie, Ouais. ou ce que je suis. Ah, bah alors, les deux, alors allez-y, commence par ce que tu fais. Oui. Alors qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais des choses très différentes. Ouais. Je suis à la fois chef d'établissement culturel, un théâtre, un centre culturel, mais je suis aussi comédien, metteur en scène, formateur en théâtre, et aussi auteur. Avec le temps, il y a plusieurs choses qui se sont développées, plusieurs axes qui se sont développés, et puis aujourd'hui, c'est un peu un métier, je dirais, aujourd'hui. J'aimerais bien me définir peut-être comme homme de théâtre, et homme de culture en général, mais peut-être un peu plus homme de théâtre. Dans ce même domaine du théâtre, il y a également le Festival de Commedia dell'Arte que tu as créé, que tu animes encore depuis... 2014. Ah oui, ça commence à faire, c'est bien. Ouais, ça commence à faire. Et qui a pris une certaine ampleur désormais. Et on en reparlera vers la fin. Hein. Mais je peux déjà dire qu'il y a des compagnies italiennes qui vont jouer cette année. Il y a eu des compagnies espagnoles. Donc c'est un festival qui nous fait voyager. Et le voyage dans la vie, c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui. Je crois que d'ailleurs c'est aussi une des choses qui m'a rapproché de ma compagne. Ah bon? Voilà, une future femme. Ouais. Félicitations. Voilà, on se marie très, très prochainement. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, mais je pense que c'est quelque chose qui a toujours été dans la famille aussi. C'est-à-dire que ce soit mon père, que ce soit mes grands-pères, il y a toujours eu cette dimension de l'ailleurs, du voyage, de découvrir, d'aller vers les autres. Et globalement, c'est une transmission. Dès tout petit, finalement, je voyage en Italie, en Espagne, un peu partout. Et la prolongation dans ma vie, ça a été ça, finalement, mais d'aller plus loin que mes ancêtres, peut-être. Voilà, tes ancêtres, d'ailleurs, tu viens de parler de ton grand-père, mais tu as eu un grand-père célèbre, puisqu'il a écrit les pianos mécaniques, qui, entre autres, hein, mais bon, celui-là est très célèbre. Tes ancêtres, c'est quelque chose d'important pour toi aussi. Oui, les racines, d'une manière générale, savoir d'où l'on vient, Ouais. peut-être répondre à la question qui on est, la première question, voilà. Ouais. Voilà. Savoir d'où on vient, quels sont ses ancêtres, et puis c'est aussi une manière de voyager, la généalogie. C'est une manière de voyager dans le temps, Voilà. de voir où était votre ancêtre en 1850, 60, etc. Je trouve ça génial, parce que pour moi, il y a tout un imaginaire qui s'ouvre. Est-ce que tu me parlais d'un voyage en particulier? Je sais que tu as fait un voyage à Chicago il y a quelques années. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ce voyage? C'est intéressant que tu me poses cette question-là, parce que j'aurais peut-être pas commencé par ce voyage, mais en fait c'est un très beau voyage que j'ai fait à Chicago. Très beau voyage parce que il a un petit peu changé ma vision, justement, des États-Unis. Parce que je n'ai pas trouvé cette caricature américaine que l'on voyait dans les films, ou qui est véhiculée aussi parfois par un discours politique, etc. Non, c'était un très beau voyage et j'y ai passé plus d'une semaine. Alors donc l'intérêt des voyages, hein, bien sûr, de changer ses préjugés, voilà, découvrir des nouvelles choses. Mais là, en l'occurrence, tu y allais pour une raison précise, si je ne me trompe pas. Non, j'y suis allé pour visiter des amis. D'accord. J'y suis allé pour visiter des amis, et tout d'abord, et il y avait un deuxième, effectivement. Voilà, je pense que c'est là où je veux en venir. Alors oui, déjà, j'avais des amis qui vivaient à Chicago. De mes meilleures amies, Céline, qui vit là-bas depuis des années, et avec son mari.
Et elle me dit, mais viens à Chicago, viens à Chicago. Je dis, mais écoute, ça tombe super bien parce que j'ai envie d'écrire une pièce sur Al Capone. Ah, Alors bon, évidemment, on a fait toute cette visite de Chicago, et puis elle m'a dit, écoute, tu sais, il y a un tour qui est organisé dans un vieux bus scolaire qu'ils ont complètement transformé, et dedans il y a des gangsters, etc., qui font une visite de la ville au temps de Al Capone. Je dis, écoute, on y va. J'étais un peu dubitatif. Je me dis, qu'est-ce que ça va être? Et en fait, c'était très bien. C'était très bien documenté, donc on voyait tous les lieux. Ils rejouaient des scénettes, évidemment, théâtralisées, donc c'était amusant, justement. Et surtout, à la fin, ils m'ont filé un bouquin qui était compris dans la visite, qui était extrêmement bien fait sur Al Capone. Ce qui fait que je suis revenu avec la vision de tous les lieux, un document très bien fait, et puis une expérience voilà, je voyais où ça se passait, je comprenais le contexte. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a permis d'écrire ma première pièce véritablement entièrement, première pièce que j'ai co-écrite avec Philippe Rénicoli, qui est aussi un ami d'enfance très cher à mon cœur, et avec qui on a eu cette collaboration sur une première pièce. Il y avait déjà dans cette pièce la volonté de faire quelque chose de fictionnel, mais d'expliquer ce qu'était en réalité la vraie vie d'Al Capone et d'aller au-delà des films et de la légende. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur. En fait, j'ai essayé de chercher à savoir qui était vraiment Al Capone, au-delà de l'image qu'on a effectivement de comment il s'appelle De Niro qui joue dans Les Incorruptibles par exemple, avec Kevin Costner, des choses comme ça, ou Scarface qui est une transposition des années 80. Et puis derrière, je me suis aperçu aussi que, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai lu aussi les écrits d'Al Capone, qu'il a pu écrire en prison, avec sans doute quelqu'un qui a réécrit derrière, mais où il dit très clairement un truc qui m'avait étonné. Il me dit, mais on me reproche quoi en fait dans la vie? On me reproche de fournir de l'alcool, des prostituées, des jeux, mais c'est ce que les gens veulent. Donc il répond au marché, d'accord. Il dit, moi, c'est l'offre et la demande. Si les gens veulent ça, je leur donne ça. Donc qui est coupable, moi ou mes consommateurs? En tout cas, c'est lui qui était en prison. Voilà. Alors c'est là où moi, ça m'a permis, avec Philippe, nous avons fait une critique finalement d'un capitalisme qui serait poussé à l'extrême, c'est-à-dire où il n'y a plus du tout de valeur, plus de filtre. Parce que c'est ça en fait, hein, Capone. Le type il dit, mais c'est le rêve américain les gars. Moi je vends ce que vous voulez quoi. Alors, on voit que c'est un théâtre qui porte un message aussi, et qui apprend, qui a la volonté d'apprendre des choses. Et c'est un axe de théâtre que tu développes beaucoup, hein, un théâtre où on apprend des choses. Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples de pièces comme ça que tu as montées? Oui. Alors il y a quand même quelque chose aussi, pour que tu saches d'où ça vient tout ça aussi, c'est que lorsque j'ai fait ma thèse en droit, j'avais mis en exergue, je me rappelle, le théâtre instruit mieux qu'un gros livre. Ah, d'accord. Alors je ne sais pas si c'est ma thèse ou si c'est sur le master. Et c'est une phrase de Victor Hugo. D'accord. Effectivement. Alors qu'il a fait des très gros livres. Voilà. Mais comme peut-être un petit peu j'avais compris ce que Victor... D'abord j'adore Victor Hugo, c'est un auteur que j'adore parce que justement c'est un auteur qui a un très beau style mais très accessible je trouve, qui nous raconte quelque chose et qui nous transmet l'histoire, qui nous transmet des choses. Et d'une certaine manière ça m'a inspiré parce que j'ai beaucoup lu Victor Hugo et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire, c'est cette continuation là, c'est-à-dire quelque chose de populaire mais d'exigeant. Populaire ne veut pas dire populiste. Populaire veut dire quelque chose qui est accessible dans sa forme, mais qui parle de choses fondamentales, importantes, qui transmet quelque chose. Et ça, comme tu le dis, je l'ai retrouvé ensuite quand j'ai voulu commencer à écrire d'autres pièces, souvent en collaboration, il faut le dire, hein, je n'écris pas seul. J'ai cette idée d'écrire en troupe, j'aime bien cette idée-là, ou en couple, entre guillemets. Hein, ça peut être avec Rowena aujourd'hui, ou avec Philippe dans le passé. J'aime beaucoup cette idée-là parce qu'on rebondit. Et par exemple, quand j'ai écrit avec Guillaume, Elena, avec Francesca Frasanito, nous avons écrit Marco Polo. On avait tous les trois à cœur, on se retrouvait bien sur cette idée-là.
qu'il fallait parler de la tolérance religieuse. Il fallait parler du fait que ce n'est qu'en acceptant finalement la différence de l'autre, la différence de vision du monde, que l'on pouvait s'entendre. Parce que sinon, c'est très difficile. C'est quelque chose que vous aviez trouvé dans la vie de Marco Polo ou Bien sûr, oui. On l'a retrouvé dans la vie de Marco Polo. Marco Polo, quand il part de Venise, au XIIIe siècle, c'est un gamin qui a une quinzaine d'années, qui a été élevé dans une culture chrétienne, où on lui a expliqué très clairement que la vérité, c'est le Christ. Ouais. Point. Il sait que dans le monde, il y a des musulmans qui se battent contre les chrétiens, il sait qu'il y a d'autres religions, mais il a un a priori, évidemment. Il le dit d'ailleurs dans ses écrits. Et puis, au fur et à mesure du voyage, il va rencontrer ces gens-là. Il va voir que tout le monde a une vision du monde différente. Voilà. Et qu'il va falloir qu'il bouge lui aussi. Et c'est sa quête initiatique. Ouais. Quand il arrive à la fin, à Chengdu, qui est la capitale à l'époque, là où on rencontre l'empereur des Mongols qui règne sur la Chine, l'empereur des Mongols dit ma mère est nestorienne, c'est-à-dire une forme de chrétienne. Étonnant. Il apprend, il découvre ça. Voilà. Et mon père était plutôt bouddhiste, ou bouddhiste tibétain, c'est-à-dire bouddhisme tibétain, qui est lui-même un mélange avec le chamanisme que les Mongols pratiquaient. C'est-à-dire que Kubilai Khan, qui était cet empereur, était pétri de différentes religions. Et il avait demandé au père de Marco Polo, ramène-moi de l'huile du Saint-Sépulcre, ramène-moi des légats du pape, et essaie de me convaincre que le christianisme c'est la meilleure chose. Et en fait, il n'a jamais été convaincu. Ah oui. Il a dit, la seule manière de gouverner un très vaste empire, eh bien, c'est de respecter et d'honorer toutes les religions. Et c'est ce que faisait Kubilai Khan au XIIIe siècle. Et donc, c'est ce que vous avez voulu retranscrire, voilà, c'est ça. Respecter toutes les croyances. C'est-à-dire tolérer, en fait, la vision que chacun a du monde. Alors, dans cette volonté de faire un théâtre où on apprend des choses, il y a également la série des dissonances. Oui. Alors, il y a eu Dissonance Mozart, oui. Dissonance Freud, oui. Dissonance Jeanne d'Arc, oui. J'en ai oublié ou pas? Il va y en avoir un bientôt, oui. Dissonance Molière. Dissonance Molière. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le principe du concept des dissonances? Alors ça, c'est une collaboration qu'on a eue avec Frédéric de Golfiem et Jonathan Gainsbourger. Oui. Le groupe, voilà. Donc la compagnie théâtre qui s'appelle le groupe. Voilà. En 2008, Frédéric de Golfiem, qui était un ami qui travaillait au Théâtre National de Nice, oui. Et Jonathan, qui travaillait dans une autre compagnie, mais qui était assez proche de Frédéric. Et qui aujourd'hui travaille au Théâtre National de Nice. Qui travaille au Théâtre de Nice, c'est effectivement. Eh bien, Frédéric a une commande qui lui est passée par Valbonne, qui est il faudrait faire quelque chose autour du Quatuor des dissonances de Mozart. Oui. Qui est une œuvre qui existe, où justement il y a des dissonances qui qui sonnent. Et puis finalement, ils n'ont pas l'argent, ça se fait pas, on n'a pas le Quatuor, on n'a rien. Et Fred dit, zut, c'est dommage, j'ai une petite somme d'argent, quand même, qui vient de la coprode du Théâtre National, ouais. On devrait faire quelque chose. Quoi ? L'idée arrive, et c'est eux qui la trouvent d'ailleurs, Fred et John, l'idée arrive de faire une fausse émission de radio, enregistrée en direct, en faisant croire aux gens qu'il s'agissait d'une vraie émission de radio. Donc on joue sur le vrai faux. Ouais. Et très rapidement, on est arrivé à l'idée qu'il fallait que ce soit un divertissement intelligent, mais qu'il fallait que ce soit un divertissement. Ouais. Exactement ce que tu disais juste avant. Populaire. Et donc, les dissonances, c'est exactement ça, c'est essayer de passer des choses très, oui, qui demandent une certaine connaissance, mais d'une manière accessible, avec des gens qui sont spécialistes en la matière. Donc sur Mozart, on avait une vraie musicologue, ouais. Annie Dubois, qui nous parlait de Mozart, qui nous parlait de l'époque de Mozart, qui nous parlait de Salieri, qui nous parlait de tous les gens de cette époque-là. On avait une jeune pianiste qui, elle, avait été formée pour jouer du Mozart. On avait Jonathan Gainsbourger, qui jouait le rôle du présentateur. Ouais. Voilà. Et on jouait dans cette idée-là sur ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et le présentateur radio, justement, était un petit peu benet, ouais. À poser des questions. Il sait bien le faire. Hein, il sait bien le faire, Jonathan. Voilà. Donc il joue le benet face aux sachants,
Mais en fait, on rit à la fois de Jonathan, mais on rit aussi de la vanité des sachants, parce que malheureusement, les sachants, c'est comme ça, on étale, on a besoin d'étaler, et on devient des docteurs de la comédie. Et voilà, des docteurs de la comédie. On en reparle après la comédie. Voilà, donc on devient des docteurs, c'est-à-dire qu'on est très, on a un quant à soi important, et puis surtout on veut étaler sa matière. Et toi, tu joues d'ailleurs dans ces dissonances, tu joues peut-être même la caricature de ce sachant. Voilà. Mais toi, tu es un acteur. Voilà. Et peut-être le public ne sait pas qui est exactement qui est acteur, qui est un vrai expert. Voilà. Et vous jouez là-dessus. Tout à fait. En Mozart, je joue le fanatique de Mozart qui ne supporte pas qu'on porte atteinte à la mémoire de Mozart. Dans Freud, je joue le type qui a fait une psychanalyse mais qui a été déçu. Donc le contraire, le sceptique. Le sceptique, qui va attaquer la psychanalyse pour lui casser la gueule. Et dans Dissonance, Jeanne d'Arc, c'est toujours Frédéric Jullaret, qui par contre va parler plutôt de sa carrière de juriste et du procès de Jeanne d'Arc, qui va replacer en fait le contexte juridique et historique du procès, mais qui est aussi barde et druide. Ce que je suis aussi, je veux dire, mais ça on n'en parlera pas. Non, oui, tu as une passion pour cette culture-là. Oui, la culture celtique, oui, et bon, j'ai suivi quelques enseignements, effectivement, pour devenir barde, donc je suis officiellement barde. Félicitations encore. Voilà. Donc revenons-en donc à Jeanne d'Arc. Dissonance Jeanne d'Arc, donc tu joues ce rôle. Tu donnes d'ailleurs des détails, je crois que c'est toi dans le truc qui donne des détails, on connaît oui. exactement. Alors ça c'est mon personnage, mon personnage aime bien les petits détails, c'est-à-dire qu'elle mesure 1m61, voilà. Et elle faisait telle taille de poitrine, parce qu'en fait le pire c'est qu'on le sait, c'est qu'on n'a pas trop d'armure, donc on sait que... c'est pour ça qu'on le sait. Mais oui. D'accord. Si ça s'appelle dissonance à chaque fois, c'est parce que sur chacun de ces personnages, il y a des polémiques, voilà. Et sur Jeanne d'Arc en particulier, on sait que, et donc il y a des acteurs qui jouent des personnalités politiques. Là, vous n'avez pas pris directement des personnalités politiques. Non. Mais bien sûr, dans la pièce Dissonance Jeanne d'Arc, il y a Marion Maréchal Le Gouen. Voilà. Toute ressemblance avec une personne connue. Voilà, il y a Cyril Gottineau, qui n'est pas vraiment... mais très clairement, dans Dissonance Jeanne d'Arc, il y avait un affrontement extrême gauche, extrême droite, qui était très clair dans le truc. Bon, mon personnage, finalement, n'était pas dans la prise de parti politique. C'était plus revenir sur des faits précis, documentés, historiques, etc. Et notre fonction était plus de mettre en lumière le contexte, alors qu'il y avait dans la pièce un axe philosophique qui était un affrontement. Et l'affrontement, c'est a-t-on le droit d'une certaine manière, peut-on récupérer une figure comme Jeanne d'Arc, 500 ans ou 600 ans plus tard, pour un combat politique d'aujourd'hui? Ça ne veut rien dire. Enfin, moi, c'est mon point de vue, ça ne veut rien dire. Mais c'est un théâtre où on prend conscience de ça. Voilà. Et avec cette confusion, expert, il y a peut-être pas dans Jeanne d'Arc, mais peut-être dans Freud, des gens du public qui avaient cette confusion et qui entendaient des gens polémiquer comme ça et qui prenaient position. Il me semble que certaines personnes du public t'en voulaient. En fait, n'avais pas très bien compris que tu jouais un personnage, non? Oui, alors c'est plutôt dans Mozart. Dans Mozart? C'est dans Mozart parce qu'à un moment donné, il y a une scène où il y a la pianiste qui raconte l'histoire avec son papa, la souffrance qu'elle a vécue avec un père qui l'obligeait à faire du piano, etc. Et à un moment donné, elle me raconte tout ça, et puis Jonathan veut lire une lettre de Mozart à la petite cousine. Des lettres où il parle de pipi caca, de crotte, suçote, léchotte, mais c'est vrai, c'est écrit comme ça. Oui. Évidemment, mon personnage bondit et dit c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, c'est pas les lettres qu'il faut lire, c'est pas ça Mozart, etc. Et puis la jeune fille qui est encore en train de pleurer dit mais non, on n'a pas le droit de faire ça. Je lui dis écoute, ferme-la, elle va faire une psychanalyse, arrête de nous faire chier. Mais c'était ton texte de personnage. Voilà. Et là, il y a une femme qui s'est levée, qui est partie, qui était énervée, qui a dit
mais c'est pas possible de traiter les gens comme ça, etc. Et en fait, elle n'avait pas capté, elle pensait que c'était au premier degré. Donc ça veut dire qu'on avait bien fait notre travail. Vous avez joué comme ça sur les confusions, et la confusion a eu lieu. On a beaucoup parlé donc des créations, mais tu as dit tout à l'heure que tu étais aussi donc directeur du centre culturel. Oui, alors je suis chef d'établissement. Chef d'établissement, oui. Mon employeur, c'est la Semeuse. Ouais. Après, j'interviens avec d'autres compagnies aussi, parallèlement. Mais alors la Semeuse, c'est une très grande association. C'est une association qui a vraiment une vocation à la fois culturelle et sociale. Ouais. Donc, c'est vrai que tout le programme que moi je développe à l'intérieur des établissements culturels, eh bien, il y a toujours une volonté à la fois de faire connaître les arts, la culture en général, mais aussi de favoriser la convivialité, de favoriser le lien social, de permettre aussi des pratiques pas trop chères pour les familles. Ça, c'est très important. Ça, c'est la Semeuse a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire c'est la démocratisation culturelle à laquelle on croit et à laquelle je crois encore. Et à laquelle vous participez. Voilà. Donc dans des lieux concernant donc, le pôle culturel, il y a le théâtre de la Semeuse, donc il y a un théâtre classique, et puis il y a le centre culturel de la Providence, qui est moins classique. Ah oui, moins classique, oui. Est-ce que tu veux parler de ce lieu? Qu'est-ce que c'est au départ? Alors au départ, c'est une chapelle qui a été construite par les Visitandines, un ordre religieux qui venait du Jura et dont le but était de visiter les malades dans la ville. D'accord. Ces Visitandines, en 1669, elles construisent cette chapelle avec un couvent attenant. Et puis elles sont chassées à la Révolution, vraiment. Et puis pendant quelques années, ce lieu est un entrepôt de poudre sous Napoléon, une prison à certains moments. Et puis en 1815, le chanoine de Sessols, la famille de Sessols, récupère ce lieu et en fait une œuvre pour recueillir les orphelines du quartier. Bien. Et donc le lieu va avoir cette vocation jusqu'en 1990. Et là commence la destruction de l'ancien couvent, où aujourd'hui il y a des habitations. Mais la fondation de Sessols, qui est propriétaire des lieux, a dit on ne peut pas détruire la chapelle, c'est important de garder ce souvenir, et tout ça, et puis en plus ça a été classé par la suite. Et donc cette chapelle est restée comme ça. Alors elle a été squattée au début, pendant une dizaine d'années. Et puis en 2000, moi je suis arrivé à la Semeuse en 2000. Et tout de suite on m'a parlé, on m'a dit écoute, si ça t'intéresse, si on est content de toi, etc., on aimerait te passer ce projet-là. Mais quel était le projet alors? De faire un centre culturel de proximité. Et alors donc, il se passe dans ce lieu des spectacles d'art contemporain, d'art traditionnel, qu'on peut venir voir. C'est dans une chapelle désacralisée, qui est devenue un lieu de culture. Tout à fait. Alors la chapelle a été désacralisée, c'est-à-dire qu'on a enlevé la pierre consacrée qui est normalement sur l'autel, dans le tabernacle. Et puis, nous avons souhaité, et ça c'est la Semeuse qui tenait vraiment à ça, on a souhaité garder quand même un peu le décor religieux, le témoignage du passé. Parce que, bon, on arrive en 2000, mais avant il y a eu une histoire dans ce lieu. Et il y a des gens qui ont vécu quelque chose dans ce lieu. Donc c'était très important pour nous d'être respectueux de cette histoire-là, même si ce n'est pas forcément les valeurs que l'on va traduire ensuite. Oui, mais c'est très intéressant, effectivement, quand on est dans ce lieu de culture, on voit tout de suite qu'on est dans une chapelle, dans une ancienne chapelle. Bien sûr. Et c'est ça qui donne aussi un aspect original à ce qu'on va voir. Mais ça peut être très amusant parce qu'on a fait des soirées électroniques, par exemple, dans la chapelle, où on va voir des jeunes, etc., qui viennent effectivement, ils regardent, ils disent ah ouais, on a la musique électronique et en même temps on a la Vierge, on a tout ça. On pourrait difficilement peut-être s'attendre à ça. Mais en même temps, on essaye toujours de respecter, c'est-à-dire qu'on va jamais chercher quelque part des œuvres qui vont venir en bashing de la religion chrétienne, parce que c'est pas le lieu pour... Bon, malgré ça, ce qui est proposé dans
dans ce lieu, ce ne sont pas des spectacles tournés vers la religion. Pas du tout. Voilà, c'est ni anti-religieux, ni religieux. Non, C'est comme une scène de spectacle normale, mais c'est dans ce décor. Il peut y avoir un contenu religieux. Quand on fait Ave Maria, par exemple, oui. De facto, c'est de la musique religieuse, mais on peut avoir de la musique indienne dédiée à Shiva. Voilà, par exemple. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça qui est beau. Ouais, très bien. Et alors donc, tu disais tout à l'heure que c'est en 2000 que tu es arrivé à la Semeuse. Mais comment, avec ton parcours, on arrive là? Parce que tu as dit aussi au début que tu faisais du droit. Donc tu as fait des études de droit, tu as une thèse de droit, mais déjà dans ta thèse, c'est du droit qui est orienté spectacle, c'est ça? Oui. Alors comment je suis arrivé là? Je crois que le théâtre a toujours fait partie de mon univers visuel, auditif, etc. Ma mère travaillait au Théâtre National de Nice. Oui. Elle a été dans la première équipe qui a créé le théâtre, je crois en 1971, à vérifier, du temps de Gabriel Monet. Donc moi, enfant, j'étais dans la boîte à chaussures, ce qu'on appelle, qui était à l'époque sur l'esplanade du Paillon, en face du Palais des Expos. Donc j'ai le souvenir de pièces que j'ai vu Monte Cristo, j'ai vu Weber à l'époque, etc. Et évidemment, ça a nourri un imaginaire. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à évoluer, j'étais plus attiré par l'histoire et tout ça, et la philosophie. Et puis, en dernière année, donc en terminale, mon prof de philo, je discutais avec lui, je lui dis j'aimerais bien être prof de philo, etc. Et puis, tu sais, c'est pas évident comme carrière et tout ça. Il me dit, tu sais, toi, je vois que tu es intéressé à la fois par l'histoire, par la philo, par les idées politiques, etc. Il me dit, tu devrais faire droit. Et c'est vraiment lui qui m'a dit ça. D'accord, c'est lui qui t'a orienté. Il a fait office de conseiller d'orientation. Exactement, il m'a dit, parce qu'on avait une très bonne relation avec ce professeur, qui malheureusement aujourd'hui est décédé. On était tous très attachés à ce professeur, qui était un peu comme le personnage de Robin Williams dans Le Sac des poètes disparus. Ah, vraiment prof de philo dans la cour, on continuait à faire des croix clés. Tu te souviens de son nom? Oui, Monsieur Caudrelier. Monsieur Caudrelier au Parc Impérial. Et donc, il a été déterminant parce qu'il m'a dit non, tu devrais peut-être faire ça parce que tu y trouveras ton compte, justement. Et il avait raison. Parce que dans toutes mes études de droit, je suis allé jusqu'au doctorat, eh bien, j'ai trouvé la philosophie, j'ai trouvé la politique, j'ai trouvé l'histoire, et j'ai même trouvé les arts. Alors comment on trouve les arts quand on fait des études de droit? Alors ça c'est une rencontre un peu déterminante avec un autre professeur, qui s'appelle Patrick Motard. Ah oui. En licence. Patrick, à l'époque, était chargé d'un module travaux dirigés notamment, et il avait pour rôle de nous faire travailler sur les libertés publiques et sur les droits notamment de l'homme et sur un certain nombre de droits. Et j'étais attiré par le droit à la culture. D'accord. Et Patrick nous avait demandé de faire un mini-mémoire de licence déjà, pour nous préparer finalement derrière à la maîtrise et tout ça. Et j'avais choisi comme thème le droit à la culture dans les villages de l'arrière-pays niçois. Et à l'époque, je venais d'avoir mon permis, et je suis allé à Tourette-du-Château, je suis allé à Gillette, je suis allé dans tous les villages. Ça t'a permis de voyager. Voilà. Visiter les adjoints à la culture et les maires, et leur demander quelle était leur politique culturelle, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place, comment ça se passait au niveau du point de vue de l'accès à la culture dans les villages et tout ça. J'étais allé voir à l'époque aussi le conseil départemental, le conseil général. C'était M. Sambouki qui était à l'époque en charge de ça, qui m'avait donné toutes les actions que le conseil départemental faisait. Et j'avais donc établi un mémoire, et ça m'a passionné. Et alors c'est amusant parce que en faisant des recherches dans ce mémoire, je suis tombé sur un Dalloz, qui est une édition de référence, droit de la culture. Il y a le droit à la culture et le droit de la culture. Ça, c'est le droit de la culture, c'est toutes les normes juridiques qui encadrent les activités culturelles. Et ce fameux Dalloz est écrit par un homme qui s'appelle Jean-Marie Pontier. Et j'aimais la manière dont il écrivait. Il écrivait de manière littéraire dans un manuel de droit. Ah oui, ça c'est pas commun.
C'était pas commun, mais il écrivait très bien. C'était quelqu'un qui écrivait extrêmement bien. Bon, je passe ma maîtrise, et à l'époque, il n'y avait pas le master, ça n'existait pas, c'était licence maîtrise. Ouais. Et je fais ma demande pour passer un DEA, donc l'équivalent aujourd'hui du master 2. Ouais. Et là, Recherche. je fais recherche, orientée sur la recherche. Et je voulais faire une thèse. Et je regarde les DEA qu'il y a dans la région, et je vois qu'à Aix-en-Provence, il y a un fameux DEA, collectivité locale, avec à l'intérieur un module dédié à la culture, dirigé par un certain Jean-Marie Pontier. Ah, bon. Je fais ma demande, je demande à Christian Bidégaraï et à M. Reynaud, qui étaient des profs que j'adorais en droit public, à l'époque, de me faire une lettre de recommandation, en leur disant je veux absolument faire ça. Ils m'ont fait vas-y, et je l'ai eu. Donc j'ai été accepté à Aix en DEA, et j'ai pu faire mon master avec Jean-Marie Pontier et ma thèse avec Jean-Marie Pontier. Et ça, je suis très heureux parce que ça a été aussi une rencontre déterminante. C'est quelqu'un qui m'a énormément encouragé dans le travail de recherche. C'est quelqu'un d'une grande intelligence et qui avait une foi en plus dans cette matière, c'est-à-dire de dire, ben oui, évidemment, la culture a des règles, et puis en plus il y a des rapports politiques intéressants, parce que le sujet de ma thèse, c'était les pouvoirs publics et le théâtre en Europe. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme rapport? Le rapport à la subvention, à l'aide, mais le rapport à l'interdiction. Et oui, ou à la réglementation. Et quand je suis arrivé à la Semeuse, j'avais mes études, mais j'avais déjà une expérience professionnelle. Dans des domaines différents, dans l'accueil, la com et tout ça. Et en fait, j'avais pas mal de qualités requises pour diriger un lieu, même si j'étais très jeune, j'avais 25 ans quand même. Donc c'est jeune. Et ça, merci la Semeuse. Merci d'ailleurs aussi à une amie, Elisabeth Touraille, qui m'a permis d'aller dans cette voie, puisqu'elle travaillait à la Semeuse. Elle ne travaillait pas à la Semeuse, elle était bénévole à la Semeuse et elle travaillait à l'opéra. Et comme elle ne pouvait pas me garder à l'opéra parce que c'était un contrat de vacataire, il faut des titulaires, c'est compliqué avec l'administration, elle m'a dit mais je connais un jeune qui a 25 ans, il faut le prendre. Et c'est donc le début d'une aventure à la Semeuse, donc qui dure depuis plus de 20 ans. Au début, je pensais y passer peu de temps. Et finalement, il est toujours. Passé 22 ans déjà. Et donc tes fonctions sont multiples, puisque tu es donc, comme tu disais, chef d'établissement. Tu y fais également des créations. Alors comment tout cela se combine? Déjà, l'activité de chef d'établissement, en quoi elle consiste? Chef d'établissement, c'est déjà avoir la charge de son établissement en termes de sécurité. C'est ça surtout. Première chose, c'est s'assurer que le lieu est en ordre de marche, qu'il ne présente pas de risque pour le public qu'on accueille. Ça, c'est la base de la base de la base. Et qu'il est aux normes. Le lien avec le droit aussi. Voilà, donc là, il faut suivre son établissement, suivre les contrôles techniques, faire attention il faut avoir un œil partout, sur les risques. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est de diriger une équipe. Je dirais, au-delà de diriger une équipe, c'est animer aussi une équipe. C'est-à-dire que je crois que c'est aussi ma manière de voir les choses. Et c'est pas un hasard si j'ai appelé mon fils Arthur. C'est que j'aime bien l'idéal d'un responsable, finalement, qui est autour de la table légale des personnes avec lesquelles il travaille. Bien sûr... Une table ronde. Une table ronde. J'aime bien travailler avec des personnes qui vont faire des propositions et dont on va se nourrir, et c'est le groupe qui va avancer. Et on retrouve ça aussi dans le travail en scène aussi. Oui, quand tu mets en scène, tu travailles aussi comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup d'écriture plateau, non? Exactement. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire l'écriture plateau? Alors moi je dirais c'est même pas tellement je dirais que c'est plutôt l'écriture à l'improviso. C'est un mot italien, ça. C'est un mot italien, c'est la technique qu'utilisaient les gens de la comédien. C'est-à-dire que on n'improvise pas en public, on improvise en répétition, entre nous. Il y a un auteur qui donne un canevas. Le canevas décrit les scènes, les séquences, avec généralement une première partie exposition, l'intrigue se noue, résolution.
général, bon, c'est la dramaturgie classique. Hein. D'accord. Donc là, on décrit les actions qui vont se passer. C'est le cadre. Voilà, on donne le canevas aux acteurs. Et scène à scène, on travaille sur le canevas. Les dialogues arrivent. Ce sont les acteurs qui les donnent. On répète 2 ou 3 fois. Je filme. Ah. Et à la maison, je retranscris ce qui a été filmé en l'améliorant. D'accord. Ça, c'est la technique que j'utilise. Très bien. Et donc là, tu viens de faire référence à une technique qui est issue de la commedia dell'arte. Alors, à l'époque, ils ne filmaient pas. Non. Évidemment, je suis d'accord. Mais ils fixaient, ce qu'on appelle, on fixe l'improvisation pour la faire après en public. Alors on en arrive à ce festival de comédia. D'où est venue l'idée déjà D'où est venue l'idée de faire un festival de comédia? La comédia a toujours été présente dans mon esprit parce que j'ai expliqué que quand j'étais enfant, est venu le spectacle Harlequin, serviteur de 2 maîtres, Arlecchino, serviteur de 2 paperoni, de Carlo Goldoni, avec un metteur en scène très connu à l'époque qui s'appelait Giorgio Strehler, et dans la distribution, Ferruccio Soleri, et comme remplaçant Carlo Boso. Ah, Carlo Boso. Une autre personne importante dans ton parcours. Voilà. Et j'avais un livret à la maison que ma mère avait gardé de cette époque-là. Et j'aimais ce livret, je le trouvais très beau. Je trouvais que c'était très beau, les costumes, les décors, le mouvement, je trouvais ça très beau. Et c'était resté comme ça. Ensuite, au Théâtre de Nice, quand je travaille comme hôte de salle, je vois un spectacle de Beno Besson qui s'appelle Le Roi Cerf. Le Re Cervo, Carlo Gozzi. Et là, je suis complètement émerveillé. Mais bon, vous avez des gros moyens, c'était une très belle production, c'était somptueux, vraiment c'est un souvenir incroyable. Et je me suis dit, je veux monter cette pièce. Parce que pour moi, elle représentait tout ce que j'aime dans le théâtre, c'est-à-dire un message philosophique et politique, de l'action et de la magie. Il y a du fantastique. Et le fantastique est très important aussi dans la mythe, les légendes, tout ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et donc, je vois ça dans la fin des années 90, quand j'étais hôte de salle, mais je garde ça en réserve encore dans ma tête. C'est plus de l'accumulation. Et puis vers 2008, lorsque j'avais déjà commencé à me former comme comédien et metteur en scène, j'avais déjà quelques années, 4-5 ans déjà de formation un petit peu continue, formation continue. Je me dis, tiens, je vais faire un stage de comédien pour monter le Roi Cerf, pour monter l'Oiseau Vert à l'époque, qui était une autre pièce. Bon, je fais un stage avec un ancien élève de l'école Le Coq. Le stage, j'adore, en général, j'apprends plein de trucs. Et je me dis, non, je vais aller plus loin. Donc là, je cherche un autre stage, un gros stage d'1 mois et demi avec Carlo Boso, voilà, pas à Versailles à l'époque, à Paris. Bon, je m'inscris au stage, une des plus belles expériences de ma vie. Pendant 1 mois et demi, on travaille comme dingue. De 9h à 21h quasiment tous les jours. J'avais perdu 10 kilos, je crois, j'étais très en forme, musclé, super bien. C'est sportif, des stages de comédie. Oui. Bon, voilà, on fait de l'escrime, on faisait du yoga, on dansait, on chantait, on jouait, on écrivait. C'était une expérience. En plus, on a gardé des liens avec les gens de cette époque-là, même encore aujourd'hui. Et je rentre à Nice et je me dis, j'aimerais bien monter un petit atelier pour transmettre ce que j'ai déjà appris dans les 2 stages. Ça a tout de suite du succès. J'ai eu déjà des proches qui sont venus. Et puis en 2014, en fait, on avait un spectacle. On avait monté le Barbier de Séville, il me semble, en comédien. Et on avait Carlo Boso, qui justement venait jouer dans le coin. Et c'est Guillaume, et notamment, et Thomas Maranda, à l'époque, qui nous disent, qui sont donc 2 comédiens avec lesquels on travaillait, et peut-être qu'on devrait faire un festival. Qu'est-ce que tu en penses? Et je dis, oui, c'est une super idée. On a 2 ou 3 pièces, on peut faire un petit festival, sans aucun moyen. Sans aucun moyen. J'appelle Carlo, avec qui j'avais gardé un lien, bien sûr, qui me dit, c'est une très bonne idée, et on va les faire ton festival. Il arrive avec sa troupe, on fait
si mes souvenirs sont bons, La Folie d'Isabelle, qui remporte un énorme succès. Ouais. La deuxième année, on fait un crowdfunding, on fait tout ça Ouais. pour le monter. Et ça marche, et les élus commencent à venir. Et on a notamment, non, je crois que c'est même déjà la première année, on avait Jean-Luc Gagliolo qui était venu, et qui avait adoré, qui avait beaucoup aimé ça, qui avait dit non, c'est vraiment très Donc, impressionnant. pour dire, hein, c'est quelqu'un de très connu dans le monde du théâtre. Du théâtre. À Nice, hein, c'est Jean-Luc Gag. Hein, c'est Jean-Luc Gag, c'est le petit-fils de Francis. Francis Gag. Et donc, c'est vrai que Jean-Luc, qui était conseiller municipal au théâtre, avait vraiment apprécié. Il nous dit bon, je vais essayer de vous aider, de faire passer, parce qu'il y a un vrai sens à ça. D'autres élus étaient venus aussi, le département aussi est venu. Et dès peut-être la 3e ou 4e année, on a commencé à avoir des subventions qui nous ont permis d'élargir en fait la proposition et de faire venir des compagnies italiennes, espagnoles, américaines. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que les subventionnaires, les partenaires ont même augmenté leur enveloppe, ce qui fait qu'on peut commencer à avoir une envergure plus importante. Petit à petit, ça prend de plus en plus de place, même dans l'offre culturelle niçoise. C'est quelque chose qui devient important. Et donc, tu es l'initiateur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la Commedia dell'arte? En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un style de théâtre traditionnel, particulier. Alors, la Commedia dell'arte, c'est un terme qu'on a utilisé à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e. À l'origine, on ne parlait pas de Commedia dell'arte, on parlait des Commedia degli Zanni ou Commedia all'improvviso. Alors, Commedia degli Zanni. Degli Zanni, c'est-à-dire des Zanni. Les Zanni, ce sont les personnages que tu as derrière toi. Ce sont les serviteurs de la Commedia. Et puis après, on a parlé de théâtre à l'improviso, c'est-à-dire théâtre d'improvisation à l'improvisation, fait à partir d'improvisation. Alors, ça veut dire littéralement, aujourd'hui c'est littéralement connu sous le nom Commedia dell'arte, et c'est l'art de faire de la comédie. C'est pas la comédie de l'art, c'est l'art de faire de la comédie. L'art au sens de technique, savoir-faire. Ça veut dire que les gens qui faisaient ce style de théâtre et qui le font aujourd'hui, normalement, ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui maîtrisent un savoir-faire et qui le mettent en application pour gagner leur vie. C'est vraiment la définition de ça. Mais il y a d'autres professionnels qui font aussi de la comédie et qui ne font pas de comédia. Donc il y a quand même une différence. Quand on est dans un spectacle de Commedia dell'arte, on voit tout de suite un jeu particulier, des costumes particuliers, des personnages récurrents, des masques. Exactement. Alors, par exemple, il y a plein de choses très intéressantes on va rebondir. On va développer tout ça. Alors, par exemple, le jeu. Qu'est-ce que ça a de particulier, le jeu d'acteur en comédia? Alors, la Commedia dell'arte repose sur un jeu en distanciation. Alors, qu'est-ce que c'est que la distanciation? La distanciation, c'est que lorsque l'on a un masque, lorsqu'on a un costume, lorsque l'on joue un type fixe, un personnage fixe, il est difficile d'être dans l'identification avec ce personnage-là. Donc ça veut dire qu'on a un jeu quand même en distanciation parce qu'on a conscience que ce que nous présentons au plateau n'est pas la réalité. C'est une forme stylisée de la vie. Qui dit stylisé dit qu'effectivement on va utiliser des accessoires. Le masque est l'un des principaux accessoires de la comédie. Dans un spectacle de comédia, il y a les personnages qui sont masqués et ceux qui ne sont pas masqués. Il y a toujours un contraste entre le vice et la vertu. D'accord. Ceux qui ont le masque renvoient aux 7 péchés capitaux. Gourmandise, avarice, et j'en passe. Et les autres sont vertueux. Qui sont les personnages vertueux dans la comédia? Amoureux, amoureuses, Colombine, très intéressant, et parfois le premier acteur et la première actrice, mais qui sont en fait des amoureux un peu plus âgés. D'accord. Là, moi je trouve intéressant, c'est que Colombine, par exemple, c'est la représentation, c'est le miroir du peuple. Et le peuple ne peut pas avoir de vice. On remarquera que le peuple est incarné par une femme. Donc la comédia, tu dirais que c'est féministe? C'était un théâtre féministe avant l'heure. Ah bon? Et oui. Et d'ailleurs, il faut penser aussi que c'est le premier théâtre qui met les femmes sur scène. Ah oui.
Avec des vraies actrices Et avec des vraies actrices qui vont devenir des superstars à l'époque. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça, par mes connaissances, que c'était, et d'ailleurs souvent c'est dit dans certains cénacles même universitaires, ça nous met très en colère. Hein, on dit, ah oui, les comédiennes qui faisaient ce style de théâtre, c'était des prostituées ou des femmes de petite vertu. Mais non, c'était des femmes qui avaient souvent une éducation musicale, qui savaient lire, souvent poètes, qui savaient jouer la comédie. Et effectivement, elles étaient libres par le théâtre. Ah, voilà. Ah, ça plaisait pas à tout le monde, surtout à une société coincée, hein, qui mettait la femme soit dans le mariage, soit au couvent. La comédienne, elle est libre. Mais ça ne veut pas dire que la comédienne est frivole. On parle de quelle époque, là? Donc tu parles des origines de ce théâtre. La naissance officielle de la commedia dell'arte, mais c'est dur de dire, mais il y a une naissance officielle, c'est le 25 février 1545, à Padoue. Ah mais c'est très précis. C'est là qu'on considère que c'est l'acte de naissance de la commedia, c'est que la Fraternale Compagnia, qui était une compagnie de comédiens à l'époque, va devant un notaire et dit un tel s'associe dans le but de faire le métier de comédien et de gagner de l'argent, de se repartir la recette équitablement entre nous. C'est pour ça que je dis que c'est très important de comprendre que ce sont des gens de métier. Le but, c'est le métier. C'est le métier, c'est la profession. C'est la profession. Et il faut penser aussi qu'on est dans une époque où le théâtre n'est pas professionnel à l'origine. Le théâtre était professionnel dans l'Antiquité, mais le théâtre n'était plus professionnel. Il était devenu amateur, c'est-à-dire un théâtre de gens qui faisaient, qui célébraient Sainte Catherine, des miracles, des mystères, ou alors c'était des universitaires qui faisaient des sottis ou des farces, mais ils n'étaient pas payés pour. Par contre, on a des gens qui veulent être payés. Donc ils consacrent toute leur vie à ça. Et qui sont déjà dans ce style qui a perduré en fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on joue de la comédia comme on l'a joué il y a quelques siècles? Alors ça, c'est une excellente question, et là je pense que tout le monde te dira la même chose, que ce soit Carlo qui m'enseigne tout ce que je suis en train de te raconter, hein, Carlo ou Antonio Fava aussi, qui est un autre maître, ou d'autres encore, hein, tout le monde dit, alors il y a eu une rupture, une brisure, une fracture. La fracture, ça a été Napoléon. Quand Napoléon est arrivé au pouvoir, et qu'il a envahi toute l'Europe, il a interdit par décret, en particulier les spectacles de comédiens. Il se moquait de lui. Ah, c'est pour ça, voilà. Alors c'est vrai que la comédia était un peu sur la pente descendante déjà, parce que il y avait d'autres styles de théâtre qui commençaient à émerger, qui rencontraient plus leur public. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, la comédia a un petit peu disparu. Elle a une survivance un petit peu en Russie, parce que des comédiens ont fui là où il n'y avait pas Napoléon, à la cour de Russie. Et c'est comme ça que les premiers ouvrages sur la comédia viennent de Russie. C'est intéressant. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on retrouve chez Prokofiev ou d'autres, le personnage de Pulcinella, Pulcinella et tout. Et ce qu'ils font en Russie. Voilà l'explication. D'accord. Et puis il y a une survivance chez les amateurs, dans la région notamment de Naples et dans le pays de Ciociaro. On a presque une tradition ininterrompue de comédiens, mais plutôt amateurs. Ce sont des gens qui ont continué à faire vivre Polichinelle. D'accord. Mais il y a une brisure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, enfin on n'avait pas de caméra à l'époque, on n'avait pas de photos, bien sûr. Donc on ne sait pas comment c'était joué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Il y a plusieurs personnes qui ont cherché à retrouver cette comédia, parce que ça... En fait, ils se sont dit, si l'histoire du théâtre a été dominée, parce que vraiment c'était dominant pendant 300 ans, si dans l'histoire du théâtre la comédia a dominé toute cette période, c'est qu'il devait y avoir un savoir-faire, des techniques, une manière de faire qu'on devrait peut-être essayer de retrouver. Il doit y avoir des traces. Il doit y avoir des traces. Et donc ils ont pris tous les tableaux, tous les masques et tout ça, les moules. Par exemple là, c'est amusant, mais ici j'ai un moule en bois, d'un masque que j'ai fait moi. Oui. On peut le voir là. Oui. Ils n'ont pas retrouvé beaucoup de masques en cuir, parce que en 200 ou 250 ans, ça se dégrade. Ouais. Mais par contre, ils ont retrouvé ça. Ils ont retrouvé des moules. Ah, oui. Et ils ont compris comment refaire des masques. D'accord. Ils l'ont compris parce qu'ils ont vu là on mettait le cuir, on mettait le clou et tout ça.
Et donc, ils ont commencé à refaire des masques sur des modèles anciens pour les nouveaux modèles. Ça, c'est la première chose. Et ils ont commencé à faire une recherche presque archéologique de tout ça. Ils sont aperçus, par exemple, derrière toi, tu as un tableau qui est inspiré de Jacques Callot. Jacques Callot, c'était un illustrateur de la région de Nancy, qui, donc au XVIIe, je crois, il me semble, peut-être je me trompe, il faudra vérifier la date, je crois que c'est XVIIe, a représenté des comédiens qui étaient sur la place publique. Et on voit leur gestuelle, et on voit le mouvement. Et du coup, que ce soit les gens de théâtre du début du XXe, et surtout le fameux Giorgio Strehler, il y a eu une recomposition d'un comédien. D'accord. Giorgio Strehler en particulier a été très important, puisqu'il a souhaité monter Harlequin, serviteur de 2 maîtres, avec une gestuelle particulière pour chacun des personnages. Et il a fixé, entre guillemets, une sorte de nouvelle grammaire de la comédie. Alors, est-ce que tu peux parler des mouvements, des gestes de l'acteur Oui. comédien? Alors, il y a... les déplacements... Pour le comprendre bien, il faut comprendre que porter un masque ou être maquillé, parce que certains diront que lorsque le visage est maquillé, c'est un masque. D'accord. D'accord ? Lorsque l'on a le visage maquillé ou lorsqu'on porte un masque, le corps ne peut pas être un corps réaliste. Oui. Ce n'est pas possible. On ne voit pas quelque chose de réaliste en tant que spectateur. Ce n'est pas crédible. C'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Il faut forcément y mettre une gestuelle. Ouais. Et un état de tension dans le corps. Alors là, je me réfère aux écrits de Jacques Lecoq. D'accord. Jacques Lecoq a décrit 7 états de jeu. Ouais. Tension de l'acteur, tension corporelle, de l'état de la mollesse le plus total, à la conversation quotidienne où le corps est un peu comme ça, entre nous, pas très tenu, au corps de l'acteur, en état d'alerte, prêt à agir, ou en état d'urgence, D'accord. ou de tension extrême, par exemple, ou d'extrême tension, à tel point je ne peux plus bouger. Bon. Ça, c'est comprendre que il y a effectivement dans la comédia un investissement du corps qui est complètement différent de celui que l'on a dans d'autres styles où on sera peut-être plus relaxé, plus droit, plus voilà. Là non, il y a Jacques Lecoq disait la comédia, elle se situe entre l'état d'alerte et l'état d'urgence, voire de tension. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est déjà du côté dans le niveau, d'accord. Voilà. Et alors, donc ces gestes sont portés par des personnages qui sont stéréotypés, on pourrait dire, dans la comédia. Il y a un certain nombre de personnages. Qui sont des archétypes. Des archétypes. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bestiaire comme ça Alors, bestiaire. C'est bien que tu dises bestiaire parce qu'ils sont souvent inspirés d'animaux. Ah voilà. Donc voilà. Bien, on a forcément la société de cette époque-là, et même notre société, il ne faut pas se leurrer, elle est fondée sur une hiérarchie. Ouais. Donc il y a évidemment tout en haut les nobles, Magnifico, premier acteur, première actrice, qui sont souvent les enfants des nobles. Et puis on a ensuite les bourgeois avec Pantalone et le docteur. Ouais. Et puis ensuite on descend encore et on va avoir les premiers serviteurs, ceux qui sont un petit peu plus hauts que les autres, donc Colombine, Brighel, Pedrolino par exemple. Ouais. Et puis les serviteurs plus bas, Harlequin, Puccinella et Zanni. Alors chacun a aussi un rôle... Chacun a un rôle social. Chacun est un archétype. Qu'on retrouve dans les différents scénarios. Voilà. Donc les personnages ne changent pas, les histoires changent. Voilà. Ça, c'est le principe de la comédie. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que les personnages, ce qu'ils font donc tu t'as dit... Alors, Magnifico, c'est le pouvoir politique. C'est le pouvoir sur la ville, sur le royaume, sur l'État. Voilà. Aujourd'hui, ça pourrait être Emmanuel Macron. Voilà. Jupiter incarné. Voilà. Pantalone, c'est le pouvoir de l'argent. C'est quelqu'un qui est avare, qui rapace,
parce qu'il il a passé toute sa vie à essayer d'avoir le plus d'argent possible. Et en même temps, il arrive à la fin de sa vie, donc comme c'est un grand obsessionnel, il a très peur de la mort, comme tous les obsessionnels. C'est un personnage très très vieux. Un personnage qui peut être vieux. Alors dans la comédie d'origine, c'est un personnage qui avait 40 ans. Ouais. Mais à l'époque, bon, c'est pas forcément vieux, c'est pas lui qui est très vieux. mais c'est déjà un âge, voilà. Pantalone est un personnage qui court souvent après les jeunes filles. Ça, c'est... On retrouve chez l'avare de Molière, bon. L'argent et les femmes. L'argent et... c'est pas tellement... c'est surtout cette idée de ne pas mourir. Donc, il y a même des représentations de 1550-90 qui représentent Pantalone avec son pantalon rouge et littéralement la trique. C'est-à-dire qu'il a atteint le priapisme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne débande jamais. Ah voilà, d'accord. Malgré son âge. Donc il est toujours dans une position où il choperait tout ce qui passe. Quoi. Hein, voilà. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas trop envie de lui. Non, forcément, il est toujours rejeté, c'est toujours son fils qui va l'emporter, ou voilà, bon, la jeunesse qui l'emporte, heureusement. Donc ça, c'est... Pantalone et docteur, c'est le pouvoir de la connaissance. C'est le pouvoir des sachants. C'est le pouvoir de ceux qui font comprendre aux autres que parce qu'ils ne savent pas, ils sont inférieurs. Tous ces personnages-là sont d'une vanité exceptionnelle. L'un pense qu'il a le pouvoir parce qu'il a l'argent, l'autre parce qu'il a le pouvoir politique, et l'autre parce qu'il a le pouvoir de la connaissance. Docteur, c'est un personnage qui blablate beaucoup, qui écrase beaucoup son auditoire, et surtout qui exerce un pouvoir, mais qui raconte des âneries quand même. Ça pourrait être aujourd'hui, on a des docteurs, on les a vus pendant la Covid. T'aurais des noms Il y en a un, par exemple, avec les cheveux longs, qui est vraiment docteur. De mort, qui est vraiment docteur. Très docteur de comédien. Quand il nous explique que ça fait des courbes, toutes les épidémies partent en cloche, et puis une fois qu'on sera à la fin de la cloche, c'est fini. Ah oui, 2 ans et demi plus tard, c'est toujours pas fini. Mais effectivement, il a dit ça d'un ton doctoral. Voilà, en disant « Je suis le plus grand, je suis... Regardez mes publications. » Voilà. C'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Alors on continue, donc les personnages serviteurs, c'est ça ensuite? Les serviteurs, ce sont, c'est toute une gamme. Bon, c'est vrai que c'est une société à l'époque qui est fondée sur la noblesse, la bourgeoisie et le peuple. Les serviteurs, ils sont effectivement au service soit des bourgeois, soit des nobles. Et ils essayent de survivre déjà dans cette société. Ils sont mal payés, ils sont mal nourris. Donc forcément, quand on est mal payé, qu'on est mal nourri, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit des gens qui s'empiffrent et qui profitent, on se dit qu'on va se payer sur la bête. Voilà. Donc on commence à voler, on commence à manigancer et tout ça. Mais ça, c'est le cercle traditionnel des choses. Donc là, les noms de ceux-là, c'est... Harlequin, mal nourri. Donc son défaut, c'est le gourmandise, évidemment. Colombine, alors elle n'a pas de défaut, comme j'ai dit. Colombine, c'est la servante qui va démêler les intrigues et permettre notamment que les amoureux se marient. D'accord. Après, on va avoir Briguel, qui est le fouteur de merde. C'est le faillot qui va faire le beau, qui va être très mielleux avec son maître et qui va accuser Harlequin d'avoir fait les conneries. Un De Funès un peu, non? Pour être un bon Briguel, quoi qu'il ait un bon Pantalone. Oui, c'est vrai, beaucoup de personnages. Très fort d'ailleurs, De Funès est énormément inspiré par les comédiens. Dans le jeu, tout ça. Et après, on a Pulcinella qui est le personnage qui se plaint beaucoup de la chaleur, de la misère, qui est duel, c'est-à-dire qu'il peut être sympathique mais fourbe. On ne sait jamais trop sur quel pied danser. C'est un personnage qui parfois est libre aussi, c'est-à-dire qu'il est un peu à son compte. D'accord. Puis c'est un personnage régional qui est beaucoup à Naples. Et donc il y a encore une couche de personnages. Alors il y a les Zani, ce qu'on appelle les Zani, ce sont tous les serviteurs de base, un peu campagnards. Et puis il y a les personnages extérieurs, ce qu'on appelle les capitaines. C'est l'envahisseur. D'accord.
C'est l'espagnol qui occupe Naples. Ouais. Donc, Qui va venir perturber toute cette société. Mais qui est aussi un prétentieux. C'est le pouvoir des armes, c'est le pouvoir de la violence physique. Mais en même temps, il est très pleutre et pas du tout courageux. Oui. Donc au premier danger. Alors tous ces personnages donc, qui ont été créés il y a plusieurs siècles maintenant, ils avaient toute leur actualité à l'époque, mais on peut dire aussi qu'on les reconnaît encore aujourd'hui. Et en fait, c'est une façon de décrire peut-être la société de l'époque, mais ça peut encore être une façon de décrire la société d'aujourd'hui. Complètement, ça n'a pas changé. Et donc c'est peut-être pour ça que dans le festival que tu fais, on peut voir des pièces qui sont des pièces traditionnelles, des reprises. Peut-être pas cette année, mais tu parlais du Roi Serre tout à l'heure. Donc c'est une pièce qui a été écrite, qui est rejouée régulièrement. Mais on peut faire également des créations, bien sûr, voilà, avec ces personnages-là, avec ces archétypes-là, et parler en fait de la société d'aujourd'hui. Complètement. On peut même le faire en costume moderne. Ouais. Ça ne me dérange pas. Des pantalons, des arlequins, on en retrouvera. Des gens qui veulent faire du fric, il y en a toujours. Des gens qui veulent détenir le pouvoir politique, il y en a toujours. Des gens qui sont au service d'autres gens, il y en a toujours. Des gens qui veulent écraser des gens avec leur savoir, il y en a toujours. Ça n'a pas beaucoup changé. Sauf qu'il n'y a pas la noblesse et la bourgeoisie et tout ça. Mais en fait, est-ce que finalement, cette petite minorité de gens qui a cette capacité à acheter 10 piscines, des jets et tout ça, c'est pas l'aristocratie de l'aujourd'hui? En tout cas, on peut facilement les représenter aussi par ces personnages. Voilà. Donc, est-ce que notre société a vraiment changé sur les classes Les 40 dernières années, enfin toutes les analyses que je lis dans le monde, etc., tentent à prouver que les inégalités se sont creusées énormément et que l'ascenseur républicain est en panne. Donc, on retombe dans la comédia, dans la société de la comédia, que dénonce la comédia. Et donc tout cela peut être tourné en dérision encore aujourd'hui sur des thèmes d'actualité. Alors le festival de comédia, là, donc, qui va commencer. Alors il faut s'inscrire, j'imagine. Oui. Il y a un site internet. Ah oui, www.comedia avec deux N, attention, comedia-nice.com. Très bien. Alors ce site, d'ailleurs, il retrace aussi toute la programmation. Oui. Il est valable si jamais des personnes regardent cette vidéo, non pas là dans les prochains jours, mais l'année prochaine, oui, etc. Il y aura la programmation des prochaines éditions aussi. Tout à fait. Eh bien écoute, Frédéric, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, on est très pressé de te voir. Est-ce que tu joues dans l'un de ces... Alors, volontairement non. Ouais, cette fois-ci non. Volontairement non, parce que je mets en scène déjà un spectacle, j'organise, et j'encadre aussi un groupe d'élèves. Ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup déjà. Et je pense que c'est pas le moment pour moi de faire quelque chose. En plus, je viens d'être papa il y a pas longtemps quand même. Donc, félicitations une troisième fois. Voilà. Donc il faut quand même garder du temps aussi pour la famille, ne pas être toujours obsédé par le théâtre. C'est pas évident d'ailleurs parce qu'on est, Roïna et moi, nous sommes tous les deux dans ce métier. Ouais. Et pour moi, quand je passe cette porte, je ne parle pas de mon travail. On vient d'entendre le coup de canon de midi, le canon de Nice, sur lequel tu as fait... justement avec Roïna. Avec Roïna, justement. Alors, je pense que c'était vraiment un signe. Là. Voilà, je vais dire c'est fini. Et aussi pour rappeler que tu as fait une pièce à propos de ce canon, qui a été joué l'année dernière aussi au château. Donc cette année, c'est le festival de la Comédia, c'est très bientôt. Regardez le site avec 2 M, mais de toute façon, on va mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Et puis voilà, c'est une bonne façon de commencer l'été, la saison d'été à Nice. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. C'était très intéressant. Ouais, à bientôt. Très chouette de te voir. Merci. Voilà. Terminé. Clap de fin ? Clap de fin, non, c'est pas la peine. Bon, alors, qu'est-ce que t'en dis ? Bah écoute, j'ai beaucoup blablabla, mais... C'est bien.
Ça va? qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait? Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire? Ah, vas-y, je te laisse. Je suis chez l'ostéo pour son arrêt, Florent de c'est ça, d'accord, ok. 8, oui. Ah, si on peut amener la poussette dans 20 minutes. Oui.